Oserais-je demander si vous êtes bien installé? Non, pas froid. Deux places, il y a les places en trois. Deux places. Allez, on retire le tête. C'est bien, il y a une place ici. Ça va? Je vais couper mon GSM, vous pouvez faire comme moi. Je vais donner la parole à Krisha et puis elle me la redonnera pour quelques petites explications. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir et que vous soyez aussi nombreux pour venir écouter. Oui, mais j'ai difficile. Tu peux monter sur le... Non, je vais me mettre plus près de toi, paraît-il, Ouais. qu'avec le micro. Oui, comme ça va? Non, on n'entend rien? Rien du tout? Oh, mais ce n'est pas... C'est un petit message de bienvenue, des remerciements. Donc, voilà, je vais vite... je trouve que c'est une bonne manière d'accueillir Philippe, que de le remercier d'avoir accepté de venir donner ici la conférence aux Bénédictines et un stage de 2 jours, samedi et dimanche. Nous remercions aussi Xavier. Xavier n'est pas là, il est au loin, au soleil, mais il a préparé, il a organisé toute la conférence et nous l'avons accompagné, Marco et moi, dans l'organisation de cette conférence qui est du stage. Et donc notre travail a donné des fruits puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de participants. Je remercie aussi Patrick qui gracieusement filme cette conférence que vous pourrez retrouver sur Internet. J'avais demandé à Marco, qui a l'habitude d'accueillir des personnes qui viennent à ces stages, de présenter Philippe, mais il m'a dit « tu le connais mieux que moi ». Donc, j'ai rencontré Philippe il y a quelques années d'ici. J'ai suivi un cursus à Paris qui était sous l'égide de l'Université de Strasbourg. Et c'est Philippe qui avait créé tout le programme. Donc, c'est un cursus sur les peuples traditionnels, approche pluridisciplinaire de la cosmogonie à la médecine traditionnelle. Oui. Donc, Philippe avait créé tout ce programme-là et il était en même temps chargé de cours. Donc, c'était mon professeur de physique quantique, de biologie, mais c'était une approche très innovante parce que c'était une approche pluridisciplinaire en lien avec les peuples traditionnels. Donc, on en est arrivé à la conclusion que les chamans étaient des physiciens quantiques avant l'heure. Philippe a été aussi mon directeur de mémoire. Donc, à l'issue de ce cursus, donc, on présentait un mémoire. Donc, c'est un cursus qui a duré quand même plusieurs mois. Il a été mon directeur de mémoire. Petit blanc. Donc, j'ai présenté... tu l'as réussi déjà? Oui, je l'ai réussi. Donc, c'était en ethnométrie, sur une plante
de chez nous, vient de chez nous. Vous plantez des choux. Oui, et Xavier, quelques années plus tard, a fait pareil. Donc, il a présenté aussi un mémoire en ethnomédecine sur une plante traditionnelle, mais en Amazonie. Oui, l'ayahuasca. Philippe est un enseignant, ce que je retiens, donc, c'est que Philippe est un enseignant hors pair. Donc, il a vraiment, c'est un homme de cœur. Il a comme mission de transmettre son savoir, mais un savoir qui est pluridisciplinaire. Donc, tout est relié. Ça nous amène à une compréhension du monde qui est beaucoup plus facile à aborder. Hein, quand on connaît les lois qui régissent cet univers. Donc, l'originalité, grâce à Philippe, de mon mémoire, c'était que j'ai développé une approche biosensitive. Et c'est grâce à Philippe que j'ai pu, dans ma vie après, exploiter et augmenter cette biosensibilité. Et pour terminer, Philippe m'a dit que j'étais une petite chamane à l'issue de ce mémoire des villes, puisque j'avais connecté l'esprit de la plante pour en recueillir toutes ces bonnes vibrations et autres choses. Voilà. Philippe, peut-être que tu aurais envie de dire quelques mots de ton unité du savoir pour être sur la lancée de ce que tu enseignes. Tout le monde m'entend bien? Alors, et vous entendez pas au fond? Alors ça, faut résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème du son? Alors, je vais essayer de parler. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, le silence. Ah oui, c'est parce que Marco voudrait dire quelque chose. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je vais interrompre Philippe 2-3 minutes. En fait, quand on va tous repartir tout à l'heure, il faudra s'organiser. Au niveau du parking, donc Marilène qui vous a accueilli à la Grande Grille sera là. Moi, au niveau du parking, pour que ça se fasse le plus facilement possible. Il y a une personne ici qui s'appelle Rose, qui demande un convoiturage pour retourner à Cointe. Est-ce que quelqu'un retourne vers Cointe? À pied. À pied. Tu la prends sur ton dos, alors ça va. Cointe. Non, mais moi je veux bien faire le détour si besoin. Tu vois Rose, c'est la dame là derrière, voilà. Ok. D'accord. Il y a une autre personne qui s'appelle Chantal, mais je ne sais pas si elle est là, qui m'a demandé un covoiturage. Chantal n'est pas là. Elle est ici, elle veut venir avec moi, mais elle n'est pas venue. Ok. Je profite que vous êtes très nombreux. Vous avez peut-être vu là à l'entrée, il y a une petite affiche. Mon amie Marilène et moi, nous avons décidé de soutenir un groupe de personnes qui se sont groupées en SBL pour sauver le bois d'à côté. C'est une parcelle de 14 000 m² qui va être, normalement, mais ce ne sera pas le cas, recouvert de béton. Donc il y a des personnes qui s'insurgent contre cela et qui essayent de défendre leur lieu de verdure. Et Marilène et moi, on va s'engager à les soutenir en tant qu'artistes. Donc nous avons 2 dates programmées à l'Aquilone, si vous connaissez, boulevard Saucy, pour présenter un spectacle de chant lyrique, chansons françaises, chansons anglaises, Marilène, contes, poèmes, textes pour moi. Et le titre de ce petit spectacle, c'est Chronique de la vie extraordinaire. Donc vous avez les dates là-bas. Si vous voulez soutenir ce groupe de personnes, passez une bonne soirée, ça c'est certain. Venez nous retrouver, mais si vous venez tous, dites-le moi avant, parce que je vais... Donc voilà, c'est le samedi soir, le 4 mars. Il y aura pas... on fera plusieurs fois si besoin. Hein. Le 4 mars en soirée à 19h30 et le 12 mars, c'est un dimanche après-midi. Parlez-en autour de vous, parce qu'il faut réunir une somme de 300 000 euros. Ça va, évidemment, c'est peu de choses, mais il faut quand même se secouer un peu ce qu'on va faire. Voilà. Je pense que j'ai tout dit et je rends de suite la parole à Philippe. Bon, merci. Alors, merci de m'avoir accueilli telle une star de rock. Tout d'abord, merci à Krisha, à Xavier, et puis à Marco, évidemment, d'avoir organisé. Et merci à vous d'être venus nombreux.
Alors, effectivement, après avoir enseigné quelques années à l'université, j'ai décidé d'en sortir parce que je voyais qu'on allait vers une impasse. Et j'ai créé une formation qui s'appelle l'Unité du Savoir. J'ai un site, unitédusavoir.com. Et je fais un enseignement, le mot a été lâché, pluridisciplinaire. Et la pluridisciplinarité, ce n'est pas simplement un luxe intellectuel qui serait réservé à quelques personnes qui auraient le temps de se cultiver. C'est que dans cette période de crise, les gens qui étaient capables de faire le lien entre les choses avaient une meilleure lisibilité que ceux qui étaient des spécialistes. Alors, des fois, il y a des caricatures. Vous voyez, j'ai un ami, alors, il a l'option, comment on dit, il a toutes les options. Alors, il est docteur en histoire, agrégé d'histoire, normalien. Il enseigne à Sciences Po et à l'ENA. Et quand il parle, on a l'impression qu'il n'est pas diplômé, alors que j'ai un monsieur, Henri, qui tient le bar du 58 à côté de chez moi. Il a 0 diplôme, même pas le certificat d'études. Et lui, quand il parle, il relie les choses. Donc, le but de cette conférence, c'est de vous amener à relier des choses qu'on ne veut pas que vous puissiez relier, évidemment. C'est la raison pour laquelle, alors vous voyez, ici, on est en lien. Et ça m'amène déjà à définir une philosophie de vie. La vie ne réside pas dans les choses, mais plutôt dans le lien entre les choses. Donc que ça soit la biologie, où il y a des liens entre les cellules, les tissus, les organes, ou les atomes et les molécules qui interagissent. On appelait ça en physique une interaction. Et que serait l'humanité s'il n'y avait pas des liens ? L'absence de liens, c'est la mort. Et c'est exactement ce qu'on a voulu nous faire vivre pendant cette crise, du fait du confinement et puis de la séparation des individus les uns avec les autres, les problèmes de la famille si on n'avait pas la même option. Et donc, c'est la fameuse phrase que vous retrouvez chez Machiavel, « diviser pour mieux régner ». Alors, le titre de cette conférence, c'est on vit un saut quantique et il y a une nouvelle conscience qui émerge. Alors, on va essayer de fouiller ce thème. Il sera fouillé d'une façon pluridisciplinaire parce que on ne peut pas prendre un seul secteur. Si vous regardez, vous prenez l'économie et vous déployez tout et vous voyez qu'on tombe sur la politique, la corruption, et puis vous avez une vision de l'avenir, etc. Donc les choses sont liées les unes aux autres. Parce que l'économie, ça implique des hommes, ça implique du juridique, ça implique l'international, ça implique de la géopolitique. Vous voyez assez rapidement que les choses ne veulent pas être séparées. Et donc, assez rapidement, aux États-Unis, on a considéré qu'il y avait 2 types de citoyens, ceux qui allaient diriger les autres et qui avaient cette vision pluridisciplinaire, et puis le peuple qui devait subir la tyrannie de cette structure pyramidale et qui, eux, n'avaient pas le loisir de lier les choses les unes aux autres. Donc, dans cette conférence, on va lier les choses les unes aux autres. Alors, pour reprendre l'expression de Klaus Schwab, notre batracien intergalactique, qui parle de fenêtre d'opportunité. Pour réorganiser la société, on va nous aussi avoir notre fenêtre d'opportunité pour pouvoir faire émerger une nouvelle conscience. Alors, ce que nous vivons, c'est une crise, pas simplement économique, c'est une crise de civilisation. C'est même la fin d'un système. Un système où on a installé une structure pyramidale, puisque, c'est pas moi qui le dis, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, dit 1% de la population mondiale dirige les 99%. Et vous voyez bien que ces 99% acceptent la tyrannie des 1% parce qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble. Sinon, le système s'écroulerait, puisqu'en nombre, on est beaucoup plus nombreux que l'élite. Vous êtes bien d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe pour que les 99% acceptent la tyrannie des 1%? Eh bien, ils sont mis dans des états de conscience modifiés. On les a abêtis, on leur a fait perdre une vision d'ensemble. Ils sont sous un état qu'on pourrait appeler d'hypnose. Et c'est ça qui a fait que la société s'est organisée depuis de nombreuses années dans ce système. Et de plus en plus, on voit que le citoyen n'a plus sa parole à dire. On n'est plus en démocratie, on est en corruptocratie. Ce que j'appelle la corruptocratie, c'est la corruption des élites. Alors, crise, étymologiquement, ça vient du sanskrit. Cri,
Criterio, ça veut dire nettoyer, purifier. Et en grec ancien, on disait crisis, ou en latin crisis, alors en grec ancien avec un K, et en latin avec un C, c'était ce qui permet d'avoir du jugement. Quelque chose qui se brise, se casse. Alors pour les Grecs, crisis, c'était l'acmé d'une maladie. Et quand on arrivait à cette hauteur dans la maladie, on pouvait redescendre. On peut dire que la crise, c'est une bifurcation, c'est comme un train qui déraille, et ça nous amène vers une autre direction. Et quelle direction prendre et comment la vivre? Alors déjà, quand les événements sont arrivés avec ma femme, on a dit « ça y est, on y est ». On était plutôt contents. Parce que ça fait des années... Alors évidemment, il y a des gens qui ont découvert l'envers du décor, comme on dit, le dessous des cartes, au moment où il y a eu cette crise. Puis il y en a d'autres qui avaient vu ça depuis longtemps. Il n'y a ni supériorité ni infériorité. Il y a tout simplement une conscience qui s'est affinée au cours de cette période. Et les gens ont gagné déjà en capacité à établir des liens. Alors ce paradoxe qui fait que l'universitaire pur porc, pur jus ne comprend pas bien la situation alors que l'autodidacte la comprend, on a créé un terme cyberlittératie. Ce sont des gens qui n'ont aucune formation universitaire, mais qui sont capables par Internet, et c'est la magie d'Internet, de pouvoir établir des liens entre les sites et entre les thèmes. Et donc souvent, ils sont plus habiles pour décrire la crise que les élites qui ont une formation classique. Alors, le fait de territorialiser les gens dans une discipline, ça avait été déjà dénoncé par Georges Bernard Shaw, qui disait « à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout ». Alors, évidemment, la situation que nous vivons, elle est confrontante. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, vous connaissez peut-être tous la pyramide des besoins de Maslow. Vous voyez, Abraham Maslow est un psychologue américain, il était docteur, et puis après il s'est intéressé à une problématique qu'on n'avait pas l'habitude de mettre en avant en psychologie. Qu'est-ce qui fait que les gens vont bien, alors qu'avant la psychologie essayait de comprendre pourquoi les gens n'allaient pas. Il a inversé la proposition. Il arrivait à la conclusion que si les gens avaient des besoins qui étaient nourris, à ce moment-là, ils pouvaient aller bien. Et si on n'avait pas nos besoins nourris, on allait mal. Alors on va, dans cette conférence, voir ce qui ne va pas, mais on va voir aussi quel état il faut avoir intérieurement pour sortir de ça. Parce qu'évidemment, dénoncer, c'est une chose, mais c'est un premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on est en thérapie, il y a des choses qu'on ne voit pas, les autres nous le pointent du doigt, puis à un moment donné, il faut bien transmuter ça, quoi. Et donc, la crise, elle a aussi cette vertu, comme dans l'Apocalypse, de révéler ce qui est voilé. Et donc on a vu que certaines personnes ont dévoilé par exemple une soumission à l'autorité. On a vu ça. Des gens qui apparemment étaient plus révolutionnaires en parole ont été assez soumis, et des gens qui paraissaient plus soumis ont été plus indépendants et ont décidé de mettre de la souveraineté dans leur vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est obligé dans cette période de crise de se positionner. Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Paul Sartre a une phrase qui a défrayé la chronique et les passions. Il a dit « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Sous l'occupation, on devait se positionner, choisir son camp. On pouvait être un révolutionnaire dans le sens où on combattait le régime nazi. Donc on devenait un résistant, un super résistant ou un petit résistant, mais en tous les cas on résistait. Ou bien on était neutre, et à ce moment-là, on ne faisait rien, mais on ne cautionnait pas forcément l'Allemagne nazie, mais on essayait à sa mesure de freiner l'avancement des troupes nazies, ou bien on était un collaborateur. Mais dans les trois cas, il fallait se positionner. Et donc la crise nous amène à nous positionner. Et c'est ça qui est intéressant. Donc Abraham Maslow a décrit, si vous voulez, le bien-être des individus en fonction de la satisfaction des besoins. Alors un besoin, on ne peut pas le réprimer, il est ce qu'il est, on ne peut pas le juger. Quand vous avez un besoin, c'est votre besoin. Donc souvent, la vie tourne autour des besoins et des valeurs. Alors la valeur a plus une vertu philosophique, on peut avoir comme valeur le partage des connaissances,
l'indépendance économique, etc., le besoin, il est souvent irrépressible. Alors si on est un petit peu cavalier, on dit quand vous avez une envie pressante d'aller uriner, c'est un besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas le réprimer, quoi. Vous avez beau vous conditionner psychologiquement ou philosophiquement, c'est un besoin qui doit être satisfait. Alors pour Abraham Maslow, le premier besoin, c'est celui de comment on pourrait dire, des besoins physiologiques, manger, boire et dormir. Voilà. Voilà, c'est vraiment à satisfaire les besoins de base, ceux qu'on continue à mettre en avant quand on a encore une appétence de vie. Quand vous n'avez plus envie de vivre, vous n'avez ni envie de vous nourrir, ni envie de boire, et puis finalement, le sommeil devient accessoire. Le deuxième besoin, donc il voit les besoins comme des pyramides, comme une pyramide, pardon, avec des sortes d'échelons qu'il faut gravir les uns après les autres. Et donc, il part du premier échelon, qui est le besoin physiologique, manger, boire, dormir. Deuxième échelon, c'est la notion de sécurité. Donc, toute personne a besoin d'un territoire, même le SDF, même s'il vit dans la rue, il a besoin de son territoire. La notion de territoire chez les mammifères et chez les animaux en général joue un rôle considérable, hein. C'est un des axes centraux de l'éthologie, la discipline qui étudie les animaux, le territoire. Et donc, quand vous dormez, vous avez besoin d'être sécurisé parce qu'effectivement, dormir, c'est se relâcher et vous êtes dans un état qui ne vous permet pas de résister à une agression si éventuellement elle arrivait. Et puis après, vous avez le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Il y a aussi des besoins d'être aimé. Et puis, ces trois premiers besoins, c'est vraiment les besoins physiologiques que toute personne met dans sa vie. Et puis, à l'époque d'Abraham Maslow, quand il a fait cette étude, en 1947, il y en avait deux autres, l'estime de soi et la réalisation de soi. Alors, l'estime de soi, ça reflète l'image qu'on a de soi, l'amour qu'on a de soi, et d'une certaine façon, la confiance que l'on a en soi. Voilà. Et puis le dernier étage de sa pyramide, ou le dernier échelon, c'est la réalisation de soi, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Si vous prenez tous ces étages, ils sont complètement bafoués actuellement. La notion de sécurité, besoin physiologique, les gens commencent à envisager d'éventuelles famines, donc il est mis en péril, alors qu'on pensait que nos démocraties nous avaient protégés de ça. La notion de normes et de sécurité, là aussi, c'est un peu remis en cause. Vous avez la notion d'appartenance, la société se fragmente. Effectivement, on a amené des divisions. Alors, vous avez les covidistes, les pro-vaccinations, les anti-vaccinations. Vous avez les pro-Macron, les anti-Macron, les eurosceptiques et les euro-optimistes. On pourrait multiplier les divisions, vous voyez. Et puis, l'estime de soi, elle est forcément mise en péril. La réalisation de soi, là aussi, elle est d'une certaine façon mise en péril. Donc, on va dire tous nos étages de la pyramide des besoins de Maslow sont en train d'être piétinés. Alors, évidemment, l'estime de soi est quelque chose de très important puisque ça conditionne la vie de tout individu. Sans estime de soi, il est difficile de réaliser des choses. Et donc, l'estime de soi fait partie de la dimension incontournable d'un individu. Et d'ailleurs, dans les 1% qui maintiennent les 99% dans un certain état, on va dire, de soumission, c'est souvent parce que ces 99% ont un manque d'estime de soi. Donc, travailler l'estime de soi, c'est salutaire. Et puis, la mission de vie, comment envisager une mission de vie pour la plupart des gens quand on est soumis à cette situation. Donc, voilà, nos démocraties nous ont appris une chose. Un régime politique, pensait-on, quand il est greffé dans un territoire, c'est indélébile. Non, les acquis sociaux, ça se protège. Il y a besoin d'une résistance. Et c'est ce que disait Primo Levi, un des grands... il a fait les camps, c'est un écrivain ancien. Qu'est-ce que c'est qu'un nazi? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez encore un principe de résistance. Alors... le problème qui est en train de
déployée devant nos yeux, c'est la découverte d'une réalité qui n'est pas celle qu'on nous a enseignée. Vous voyez, moi, si je prends mon parcours, la démocratie, il n'y en a pas. Y en a-t-il déjà eu? On peut faire un petit exercice logique. Vous voyez, la Révolution française débouche sur la fameuse trilogie liberté, égalité, fraternité. Voilà, 3 mots, j'allais dire 3 mensonges. Alors déjà, si vous prenez chacun de ces termes seuls, la liberté livrée à elle-même finit par opprimer celle du plus faible. Et donc on pourrait dire que la liberté du plus fort opprime la liberté du plus faible. Et ça débouche sur une forme de totalitarisme dit de droite. C'est ce qu'on vit. Le néolibéralisme ou le libéralisme ou le capitalisme sauvage, c'est exactement ce qu'on vit. L'égalité, c'est l'ex-URSS qui nous avait montré comment, si on est uniformisé, comment être libre. Chacun a une singularité. Et c'est le propre du vivant, c'est d'avoir une âme singulière, et on reviendra là-dessus. Et puis, la fraternité, c'est ce qui humanise et harmonise liberté et égalité. En fin de compte, liberté et égalité sont des logiques antagonistes. Si vous avez trop de liberté, vous opprimez l'égalité. Et donc, tout a été dit, mais personne n'écoute. Si vous prenez Platon, dans La République, je vous invite à le relire, ça a été écrit il y a plus de 25 siècles, on va dire 24 siècles et quelques poussières, et c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire quand on y pense. Vous pouvez encore trouver des ouvrages de Platon d'occasion. Vous connaissez beaucoup d'auteurs qui ont passé 25 siècles comme ça et qui sont encore achetés. Donc, on reviendra sur la fraternité, mais elle est nécessaire pour humaniser, harmoniser, liberté, égalité. Voilà. Et les peuples qui ont mis en avant la fraternité n'ont pas forcément été considérés comme des peuples développés. Ce qui est le critère d'un développement, c'est justement la liberté économique. Alors, si vous avez trop de... Autrefois, on ne parlait pas de régime totalitaire, on parlait de tyrannie. Mais la tyrannie, elle débouche... avant d'avoir la tyrannie, vous avez l'oligarchie. L'oligarchie, si vous donnez le pouvoir aux gens les plus puissants économiquement, ça débouche sur une tyrannie. D'accord ? Donc la tyrannie finit par tomber de ses contradictions, mais elle essaye de continuer à avoir le pouvoir, ça s'appelle la République. Puis la République a ses contradictions, et vous avez la roue des régimes qui finit par retourner sur l'oligarchie, la tyrannie, la République, la Révolution, puis à nouveau. Donc la meilleure définition que j'ai trouvée de la Révolution, je ne l'ai pas trouvée, contrairement à ce que je pensais, chez Hannah Arendt, ou chez Hegel, ou chez Kant, je l'ai trouvée chez Marcel Pagnol. Voilà, Marcel Pagnol, un écrivain provincial. Et dans La gloire de mon père, le jeune Pagnol demande à son père « Dis papa, c'est quoi la Révolution ?» Et le père de Pagnol est supposé lui avoir répondu, je pense que l'histoire est vraie, on va dire, lui a répondu « La Révolution, c'est quelque chose qui tourne. » Étymologiquement, révolution, ça veut dire la roue qui tourne. Comme la Terre tourne autour du Soleil. C'est une révolution. Donc il y a ceux qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire à la roue de la révolution un demi-tour. Mais quand ils auront la tête en haut, d'autres, comme eux, auront aussi la tête en bas. Ils voudront, comme les précédents, avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la tour un demi-tour. Donc de demi-tour en demi-tour, la roue de la révolution avance. Voilà. Et c'est que l'ego, la prise de pouvoir, la domination, etc., etc. Et donc, on a vécu ces roues des régimes à l'infini. Alors, le fait que liberté et égalité, qui ont été simplement extraits d'un contexte, avec leur logique, c'est ce qu'on appelle en philosophie des dyades ou des énantios, c'est-à-dire des logiques incompatibles. Et il faut un troisième terme qui humanise et harmonise, et c'est donc la dimension humaine, l'empathie, la relation à l'autre, le fait d'avoir un sens communautaire, c'est ça qui fait que liberté et égalité sont modulées, sont régulées. Et c'est tout ce qui ne s'est pas passé et qui ne se passe pas actuellement dans cette situation que nous vivons. Alors, cette crise que nous vivons, qu'on l'appelle fenêtre d'opportunité, comme le Forum économique mondial ou autre,
Eh bien, ça nous permet de mettre en avant des valeurs qu'on n'aurait pas mis. Ça nous réveille déjà, premièrement. On s'aperçoit du dessous des cartes. Et c'est dit même dans la Bible, la vérité est salvatrice. Hein, vous connaîtrez la vérité, elle vous libérera. Donc c'est la première fois où, depuis, allez, on va dire, au moins 20 siècles, on commence à comprendre qu'on ne peut pas déléguer son pouvoir à une démocratie représentative, parce que par définition, les gens ont des intérêts, des cooptations, et c'est exactement ce qu'on voit. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas en démocratie, on est en corruptocratie. Et c'est parce qu'on est en corruptocratie qu'on va vers le totalitarisme. Alors, Hannah Arendt, la philosophe allemande, a donné les critères qui amènent un régime à basculer dans le totalitarisme. Déjà, on pourrait dire qu'il y a un pouvoir économique centralisé, il y a un contrôle des médias, il y a une action de la police assez virulente, voire, comment dirais-je, extrêmement liberticide, voilà, et violente. Et puis surtout, il y a une atomisation de la société. C'est-à-dire que la société n'a plus de cohésion, ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl, le sens communautaire. Et c'est tout ce qu'on nous amène à perdre, et c'est tout ce que, dans notre principe de résistant, on doit maintenir. Si vous êtes ici dans cette salle, c'est que vous avez encore une dimension humaine. Le but du Forum économique mondial, de notre batracien intergalactique, c'est que vous soyez chez vous, nourris à Netflix, et en train de passer dans les métaverses. Alors vous pouvez écouter un des théoriciens du Forum économique mondial, Yuval Noah Harari, présenté d'ailleurs comme un historien du monde contemporain. C'est un médiévaliste au départ. Hein. Donc si on veut jouer sur les exercices illégaux de spécialité, il a un exercice illégal de spécialité lui aussi. C'est pas sa spécialité. Un petit peu, vous savez, comme les gens qui disaient vous ne pouvez pas parler, vous n'êtes pas médecin. Voilà. Donc, il nous dit que finalement, le problème économique, c'est la masse humaine. L'économie n'a plus besoin de cette masse laborieuse, comme on disait autrefois. Évidemment, le spectre, c'est de nous remplacer par des robots ou par l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, on annonce qu'un certain nombre de professions vont disparaître, et pas forcément celles associées aux moins qualifiées, comme c'était le cas de toute révolution industrielle. C'est plutôt les cadres qui vont être touchés. Alors, tout ce que je dis, ça ne veut pas dire que ça va arriver. On verra que c'est une potentialité. Et on va donner des clés de lecture pour voir un petit peu le comportement du Forum économique, pourquoi il annonce ce qu'il veut faire, pourquoi ça se passe comme ça, etc., etc. Donc, dans leur objectif, autrefois, c'était très simple. Hein. Il y avait un capital qui permettait à un entrepreneur de proposer son entreprise à des travailleurs qui vendaient leur force de travail. Et à ce moment-là, on avait besoin, pour qu'il y ait que le capital fructue, donne ses fruits plutôt, il y avait besoin d'un capital, d'une innovation technique et de la masse salariale. L'innovation technique a pris son indépendance. Alors ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Il y a un Français qui a complètement été mis de côté, il s'appelle Jacques Ellul. Jacques Ellul était un juriste qui était aussi théologien, important, et qui était probablement celui qui a mieux compris la technique. Il a compris que la technique allait prendre son indépendance. Et finalement, on croit contrôler la technique, mais c'est la technique qui nous contrôle. Il écrit La technique en jeu du XXe siècle, en 1955, exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, à l'époque, on était encore dans une vision machiniste. Vous voyez, les machines, on n'avait pas du tout cette vision qu'il avait. Et finalement, on s'aperçoit que la technique et la technologie a pris le dessus. Elle a pris son indépendance à tel point, vous voyez, qu'on le veuille ou pas, en compétition avec les robots. C'est ce que nous dit le docteur Laurent Alexandre. Voilà. Vous avez remarqué, ils ont des drôles de têtes, ceux qui sont les chantres du monde à venir, comme si leurs traits étaient imprégnés de leur énergie intérieure. Alors, il y a un proverbe qui dit «
avant 40 ans, on n'est pas responsable de son physique. Après, oui. Regardez la tête de David Rockefeller à la fin de sa vie. Enfin, vous verrez, ça s'imprime sur le visage comme si, pendant une partie de leur vie, ils cachaient une espèce d'énergie très néfaste, très, comment dirais-je, anti-humaine. Et puis, à un moment donné, elle s'imprime sur leur visage. Et donc, Jacques Ellul avait prédit que la technique et la technologie prendraient leur autonomie et qu'à un moment donné, quand la technique aurait créé ses propres robots, donc ses propres humains, alors c'est intéressant un robot parce que pour un chef d'entreprise, il n'y a pas d'arrêt grossesse d'un robot. Un robot, ça travaille 24 heures sur 24, ça ne demande pas des congés payés, ça ne demande surtout pas de retraite. Et puis, à un moment donné, on n'est même pas obligé de le nourrir, donc il n'y a pas besoin de construire des cantines. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a plein d'avantages. Et puis, ça fait ce qu'on lui dit de faire. Évidemment, il n'y a pas de résistance. Alors, cette technique et cette technologie est en train de prendre le dessus. Et on arrive à un point où les théoriciens du transhumanisme, comme Ray Kurzweil, nous disent qu'en 2050, il y aura un point singulier où, effectivement, l'homme ne pourra plus se passer des ordinateurs, de la technique et de la technologie. Alors avec tous les raffinements qui n'existaient pas à l'époque où Jacques Ellul a écrit son ouvrage, c'est-à-dire les nanotechnologies, les mini-robots, etc., etc. Alors, tout ça, c'est des potentialités. Et c'est bien fait, d'ailleurs, on va balayer large. Hollywood est une machine de guerre économique. Alors, je viens de finir un enregistrement, on va faire une analyse d'un certain nombre de films de science-fiction. On a commencé par Matrix et Avatar. On les a mis en relation. Donc, quand ça sera monté, vous le trouverez sur ma chaîne, unitédusavoir.com. Et ce qu'on voit, c'est que ce thème... j'ai perdu le fil conducteur, je m'excuse. Quelqu'un peut... Voilà, la potentialité. Oui, Hollywood est une machine de guerre géopolitique. Quand vous êtes dans une salle de cinéma, dans le noir, avec des personnages très grands, le film vous fait vivre des émotions. Et en vivant ces émotions, vous allez chercher, je donnerai quelques pistes de justification. Comprenez que c'est une conférence, donc je ne pourrais pas tout développer, évidemment, mais je vous donnerai des points, comme dans le pointillisme. Vous allez chercher des futurs potentiels. Donc le futur est multiple. Et on verra ça en faisant une petite intrusion dans la physique quantique. Le futur est multiple. Et donc, il y a plein de futurs qui pourraient advenir pour l'humanité. Mais si on vous amène à connecter un futur plutôt qu'un autre, à ce moment-là, vous faites ce que les Américains appellent des prophéties auto-réalisées. C'est-à-dire, on vous a glissé dans la tête un épisode ou un scénario d'un futur possible, et c'est vous qui allez le chercher. Alors, ces films sont bien faits, ils vous font vivre des émotions. Mais est-ce que le but, c'est uniquement de vous distraire ou vous amener à être un partenaire d'un futur potentiel qu'on veut vous faire vivre? Vous voyez, ça, c'est le vrai rôle d'Hollywood. C'est pour ça que quand un président américain est élu, la première chose qu'il fait, c'est d'aller à Hollywood, parce qu'il sait que s'il a Hollywood sur le dos, il est foutu, quoi. Hollywood, c'est pas qu'une machine à rêve, c'est aussi une machine à étendre les options économiques qu'on veut mettre sur la planète, et ça se fait par le biais de l'imaginaire. Alors c'est quelque chose qu'avait déjà compris le poète Rainer Maria Rilke quand il disait « Le futur s'infiltre en nous afin d'y préparer son changement rapidement, bien avant son arrivée. » C'est-à-dire il s'infiltre en nous pour provoquer des changements bien avant son arrivée. C'est-à-dire comme si le futur s'introduisait dans nos esprits. Il faisait de la place pour un futur à venir, comme s'il y avait besoin de préparer sa place. Et c'est exactement, si vous regardez, alors avant, il y avait Hollywood, maintenant c'est Netflix. Et ce que nous dit Yuval Noah Harari, c'est que finalement, les inutiles, c'est tous ceux qui seront plus utiles au bon fonctionnement de l'économie, il faudra les mettre dans le métaverse ou les amener vers la drogue, c'est-à-dire les paradis artificiels. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il faut avoir compris que le futur est multiple. Alors, je vais introduire deux notions.
On va passer un quart d'heure sur ces notions et puis après on reviendra à notre sujet parce que je suis obligé de vous donner des outils conceptuels. Alors tout le monde connaît la physique quantique, elle est devenue très populaire depuis une quinzaine d'années, quoi. Alors tout est quantique, hein. Je me souviens au Brésil, quelqu'un qui m'avait dit « mon cabinet déclinait, j'ai dit que j'étais coach quantique, ça a déployé... voilà, où j'ai vu des kinés quantiques, des ostéopathes quantiques. Voilà, quantique, c'est comme un mot magique, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez dit quantique, c'est comme si voilà, vous aviez transformé la discipline. À quand les hommes politiques quantiques, hein? Alors... quantique, ça vient du latin quantum, et quantum, ça veut dire combien quantifié. Ça exprime une quantité. Voilà, c'est combien ou quantité. Alors, pourquoi appeler cette physique quantique? Alors, il y a eu une longue polémique pour savoir si l'atome existait, alors que l'atome était connu depuis les Grecs. Il y avait des philosophes qu'on appelle les atomistes, Leucippe et son élève Démocrite, qui avaient compris que la matière est faite d'éléments indécomposables qu'on appelle l'atome. Alors, ils n'avaient pas décomposé cet atome, non pas par erreur, mais tout simplement parce que si vous prenez un objet de dimension finie, ce qui est le cas de tout objet incarné, bah vous pouvez toujours le diviser en deux. Les deux parties, vous pouvez encore les diviser en deux, et vous pouvez faire ça à l'infini. Et donc, quelle différence y aurait-il entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? C'est comme en géométrie. Ceux qu'on fait de la géométrie, on appelle ça la géométrie euclidienne. On est bien obligé de considérer que l'élément fondamental de la géométrie, c'est le point. Si vous divisez le point, vous ne pouvez plus travailler parce que vous aurez des grandeurs finies. On ne peut pas travailler des grandeurs infinies, pardon. On ne peut pas travailler avec des grandeurs infinies. Donc, en 1900, un Allemand du nom de Max Planck, c'est vraiment la caricature du professeur brillant allemand, Herr Professor, découvre, dans une étude d'ailleurs destinée aux industriels sur les lois d'émission des corps chauffés, pour ceux qui connaissent un peu le corps noir, il découvre que les atomes émettent de la lumière par paquets. Donc le terme quantum, au pluriel quanta sans S, qui signifie un paquet ou deux paquets. Donc l'atome émet une même unité, un quantum au singulier, et il peut émettre 2 quantas ou 3 quantas ou 4 quantas, mais c'est toujours un multiple de cette grandeur élémentaire. Donc on découvre que la plupart des grandeurs qui caractérisent un atome n'évoluent pas d'un point de vue continu, mais d'un point de vue discontinu, par saut. Alors vous voyez, on pourrait donner cette image. Une voiture classique, elle peut rouler de 1 km à l'heure jusqu'à la valeur maximale autorisée par son moteur. Une voiture quantique va rouler avec une unité élémentaire, un quantum d'énergie, qui sera ici un quantum cinétique, un quantum de vitesse. La voiture pourra rouler, si le quantum est de 20 km à l'heure, avec des multiples de ces 20 km à l'heure. Elle pourra uniquement rouler à 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Jamais la voiture ne pourra rouler à 41 km à l'heure ou à 72. C'est interdit. Donc on passe d'une vitesse continue à des vitesses discontinues. Alors la meilleure image, c'est la droite que vous tracez sur une feuille blanche. Elle est continue dans le sens où elle est faite d'une infinité de points, c'est la définition élémentaire d'une droite, tellement rapprochés les uns des autres que votre regard voit ce trait continu. Si vous prenez une gomme, vous passez d'une droite continue à une droite discontinue. Et si vous enlevez régulièrement tous les 1/2 cm, 1 cm, vous avez une discontinuité régulière et ça s'appelle une quantification. Donc, les grandeurs qui caractérisent un atome, comme l'énergie, la vitesse, pour ne parler que de ces deux grandeurs, sont quantifiées. Elles progressent par saut ou par quanta. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est qu'un atome, contrairement à notre monde, on ne peut pas simultanément localiser sa position et déterminer sa vitesse. C'est incompatible. C'est l'un ou l'autre. Alors vous voyez que si on avait des radars quantiques, on ne serait jamais verbalisé, parce qu'on dirait on vous a flashé à tel endroit, mais on ne sait pas à quelle vitesse, ou vous étiez en excès, mais on ne sait pas où. Donc pour être verbalisé, enfin c'est encore la règle actuellement, mais avec l'évolution des lois, on ne sait plus,
il faut que vous puissiez déterminer à quel endroit une voiture a été prise en excès de vitesse, donc la position et la vitesse. Ça fait partie des propriétés surprenantes. Et surtout, une troisième propriété, alors il y en a d'autres, hein, qui est l'intrication. Alors, deux objets en physique classique qui sont proches l'un de l'autre vont interagir, si on prend par exemple une interaction gravitationnelle. Mais si vous éloignez les atomes à des millions de kilomètres, normalement, la gravitation a diminué en intensité. Elle n'est jamais nulle, mais elle a diminué en intensité. Pourquoi ? Parce que la loi de la gravitation varie selon l'inverse du carré de la distance. Si vous avez deux objets qui sont séparés d'une distance d de 1 mètre, et si vous les éloignez à 2 mètres, eh bien, vous allez diviser l'interaction gravitationnelle selon l'inverse de la distance multipliée par elle-même. Comme c'est 2 mètres, bah, c'est 4, la diminution de l'intensité. Et si vous les mettez à 100, c'est 10 000. À 1 million, c'est 1 million de millions, c'est-à-dire 1000 milliards, etc., etc. Et donc, plus vous éloignez les objets, et plus leur interaction diminue. En physique quantique, non. On parle de non-séparabilité ou d'intrication. Mais il en est de même pour le temps. Et c'est ça qui est beaucoup plus troublant. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont montré que quand on cherchait à interroger une particule, la particule est un être susceptible. Dès que vous l'interrogez, elle change son passé. Donc si vous demandez à une particule si elle a interagi plutôt d'un point de vue corpusculaire ou d'un point de vue ondulatoire, eh bien, elle va plutôt se dissimuler et changer son passé. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que le monde quantique est un monde du « et ». Et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas un monde du « ou », un monde de l'exclusion. Une particule classique, elle est substantielle, elle ne peut pas être ondulatoire. D'ailleurs, les lois de la mécanique et les lois de l'optique sont incompatibles en physique classique. Vous avez des équations qui expriment comment les objets matériels se déplacent et des équations qui expriment comment un rayon lumineux se déplace. Mais les deux ne marchent pas. Vous ne pourrez pas, avec les lois de l'optique, décrire la façon dont la Terre se déplace autour du Soleil. De même, vous ne pourrez pas, avec les lois de la mécanique, décrire comment un rayon lumineux va se réfléchir sur un miroir ou être absorbé par un objet. Bon. En physique quantique, les deux sont possibles, c'est-à-dire un objet est soumis à ce qu'on appelle une dualité onde-corpuscule. Il est simultanément onde et corpuscule. Donc si je reprends ce que je disais, imaginez une particule, si vous essayez de répondre à la question « Comment te comportes-tu » Avant la mesure, elle est onde et corpuscule, mais après la mesure, elle sera corpusculaire ou ondulatoire. Mais fondamentalement, elle est les deux, c'est le « et » qui l'emporte. Et donc on s'est rendu compte que vouloir interroger un système quantique au présent, c'est prendre le risque de changer son passé. Alors ça devient intéressant, parce que les peuples dits traditionnels, si je me suis intéressé à l'anthropologie, c'est pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce que la physique pouvait donner comme forme de modèle, de vision du monde. Ils sont toujours connectés aux ancêtres, au passé, parce qu'ils essayent de faire venir un futur en accord avec le passé. Et ce qu'on veut nous faire vivre, c'est un futur qui est complètement connecté du passé. C'est la raison pour laquelle... Déconnecté, voilà, déconnecté, ouais. C'est bien, vous suivez, vous avez corrigé. Déconnecté. Donc, on peut avoir quelques minutes de silence pour les malheureux astrophysiciens qui essayent de comprendre les premiers instants de l'univers, mais en voulant étudier comment l'univers s'est créé dans ces premières minutes, bah, on change le passé de l'univers, comme si l'univers se riait des astrophysiciens et se dissimulait. Alors, si on fait une petite synthèse de tout ça, la matière, elle est onde et corpuscule. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est... Quand vous réfléchissez, un objet est matériel, la lumière est immatérielle, un objet est limité, la lumière est infinie. On peut envisager un objet au repos, essayer d'arrêter la lumière. Bon, et vous savez tous qu'elle se propage dans le vide à 300 000 km à la seconde. Donc la lumière, on ne peut pas l'arrêter, même si on peut arriver avec des moyens de faire en sorte qu'elle soit ralentie, on ne pourra jamais avoir une vitesse nulle, avoir un objet au repos. Et pourtant, ces deux qualités opposées sont réunies
dans un même objet quantique. Donc vous voyez, ça donne le frisson métaphysique, c'est-à-dire une voiture, c'est plusieurs tonnes, mais c'est aussi ondulatoire en physique quantique. Et donc l'intrication, vous commencez à comprendre qu'elle est fondamentale, parce que si on vous fait voir un film qui vous intrigue avec le futur qu'on veut vous faire vivre, bah, le tour est joué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisées. Ou la phrase de Rick, le futur s'infiltre à nous afin de s'y transformer longtemps avant son arrivée. C'est ainsi qu'il le formule. Alors, ça nous amène puisqu'on est dans une période de transformation, de changement, la première chose, c'est peut-être qu'il faut faire une tabula rasa sur les paramètres métaphysiques. Vous voyez, c'est ce que nous dit René Descartes. Il nous dit, pour atteindre la vérité, il faut au moins une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau et dès les fondements de notre connaissance, tout notre savoir. Ben, c'est exactement ce qu'on a amené à faire dans cette période. Vous voyez, quand on parle de fake news, c'est exactement ça. C'est-à-dire on est en train de faire une tabula rasa. Et en ce sens, je vous assure que si vous le prenez dans un sens jubilatoire, ça va changer complètement votre rapport aux événements qui se passent. Bien sûr, ça crée du stress, de l'angoisse, de la peur. Mais si vous réfléchissez, c'est une révélation. On est en train de voir pour la première fois le dessous des cartes. Et on est en train de se rendre compte qu'il y a eu un jeu. On a joué un jeu, le jeu de la société, en croyant jouer aux règles des petits chevaux. Hein, on progresse, méritocratie, etc. Mais en fin de compte, les autres jouaient la règle du poker. Donc forcément, si vous jouez aux petits chevaux avec la règle du poker, vous êtes perdant. Voilà. Et évidemment, tout le monde était persuadé que la seule loi à utiliser, c'est celle des petits chevaux. Ce n'est pas la loi du poker. Vous voyez ce que je veux dire? Les règles du poker et les lois du poker. On peut parler de règles ou de lois. Alors, le temps, oui, on commence à changer. C'est ça l'Apocalypse. C'est quoi les matérialistes? Alors, on se déclare matérialiste. D'ailleurs, vous avez remarqué que ceux qui se déclarent cartésiens n'ont jamais lu Descartes. J'ai discuté avec des gens qui clament haut et fort qu'ils sont cartésianistes, mais ils n'ont jamais lu René Descartes. Donc déjà, René Descartes, il travaillait couché, il a beaucoup utilisé le rêve, donc ce n'est pas du tout le personnage qu'on en a fait, qui est le spectre de l'esprit français, vous voyez, l'archétype du français, le rationaliste. J'appellerais le RBB, le rationnel, bête et borné. C'est autre chose, René Descartes. Mais, effectivement, il a donné un discours, le discours de la méthode, qui était... il écrit son ouvrage en 1636. C'est d'ailleurs un des premiers ouvrages écrits en vieux français, et en latin, à l'époque, c'est les deux. Et il nous explique que pour comprendre le monde, il faut le déconstruire, décomposer le problème en autant de parcelles qui se peut pour le mieux comprendre. Mais pour lui, il fallait reconstruire les parcelles obtenues du fait de la déconstruction. Alors vous avez remarqué peut-être, si vous prenez un objet comme un réveil, vous le démontez avec une facilité déconcertante. Et puis après, quand vous avez plein de pièces autour de vous, vous vous dites comment je vais remonter tout ça, quoi. Vous voyez, comme si la déconstruction était aisée, la reconstruction est beaucoup plus difficile. Mais Descartes insiste bien que si on décompose un problème, il faut le reconstruire. On pourrait paraphraser Descartes en disant décomposer le problème en autant de parcelles qu'il se peut pour ne plus le voir. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Vous voyez, on a créé une espèce de champ de déconstruction, donc de mort, hein, parce qu'une discipline, quand elle est isolée, elle ne communique plus avec les autres, elle est morte. Donc effectivement, on a créé des disciplines mortes, puisqu'elles n'ont plus la capacité d'échanger avec les autres. Comme on a dit, la vie, c'est le lien entre les choses, et la mort, c'est l'absence de lien. Donc, Descartes nous avertit qu'il faut déconstruire les choses. Alors c'est ce qu'on va faire, on va déconstruire. Alors, un objet, la matière par exemple, quand on se déclare matérialiste, est-ce que vous avez une idée de l'importance du vide dans un atome? Est-ce que quelqu'un peut oser donner un chiffre? Oui? Non. Non.
Voilà. Voilà. Alors, c'est 99, et après la virgule, vous avez 6 9. Il y en a même qui en mettent 7, c'est-à-dire 99,9 999 999%. Donc, quand vous déclarez matérialiste, c'est le 0, virgule, et puis après, vous avez 6 0, le 1. Bon. Quand même curieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a déjà, on va jouer au jeu des fake news. Fake news, cette salle, elle est vide à 99,9 999 999%. Mon cerveau est vide à 99,9 999 999%. Régalez pas, le vôtre aussi. Hein. Et puis, vous êtes assis sur une chaise qui est vide avec un même taux. Vous voyez, ma grand-mère, quand elle me disait « t'as rien dans le crâne », elle ne savait pas que... Elle avait énoncé une loi scientifique quantique. J'avais une grand-mère quantique. Donc déjà, vous voyez, quand on commence... Et c'est quoi ce vide? C'est un faux vide. Vous êtes d'accord? C'est plein d'une substance. Et cette substance, elle a donné lieu à de nombreuses discussions polémiques. On l'appelait éther. Mais on peut l'appeler aussi substance divine. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est dans une ambiance... spirituel, on va rester dans cette ambiance spirituelle. Le temps, on le considère comme quelque chose... Alors, définir le temps, c'est difficile. Hein, quand vous réfléchissez, ça donne le tournis. On peut dire que le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Mais bon, c'est déjà définir le temps avec une de ses propriétés. On ne définit pas une grandeur avec ses propriétés, vous voyez. C'est ce que Pascal appelle des mots primitifs, puisqu'ils ne découlent de rien d'autre qu'eux-mêmes, comme la vie, le temps... et bien d'autres concepts. Donc, le temps, on peut le voir comme quelque chose qui s'écoule sans accélération ni décélération. Et le premier à avoir donné cette modélisation du temps, c'est le fameux Isaac Newton, qui disait un temps absolu, vrai mathématique, sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur, et qui, de lui-même et en lui-même, coule uniformément. Alors, si on enlève... toute cette formule, ça veut dire que c'est un temps qui coule à vitesse régulière. On le représente par une droite. Ben ça vole en éclats quand vous regardez l'infiniment petit. C'est une droite, mais sans flèche. Et c'est même pire, vous pouvez avoir la possibilité de régresser dans le temps. Alors, pourquoi on a mis une droite fléchée? C'est pour éviter justement de contredire le principe de causalité qui nous dit tout simplement que toute cause est suivie d'un effet ou tout effet est précédé d'une cause. Donc c'est une représentation spatiale. Alors on s'est habitué à ça parce qu'on nous a imprégné le cerveau, comme on nous a imprégné de chrysologie. Vous voyez, je fais juste une parenthèse, mais... en 73, crise du pétrole, voilà, on nous a dit c'est pendant 2 mois, et pendant pratiquement 30 ans, on était en crise du fait des 2 mois d'augmentation du pétrole. Vous voyez bien qu'on a créé de toutes pièces une crise que j'appelle la chrysologie. Et donc on a habitué les gens à l'idée qu'il y avait des crises, et que ça allait être dur, et que voilà. Et donc à force d'habituer les gens, vous les avez, comme on dit en homéopathie, désensibilisés de toute réaction, vous finissez par les amener à accepter ce qu'ils n'auraient peut-être pas accepté s'ils n'avaient pas été soumis à ce lavage de cerveau lent, récurrent, progressif, et il faut qu'il y ait une unité dans tout ça. Alors, le temps, considéré selon Newton, c'est un mouvement presque rectiligne uniforme, hein. Il est fait d'instants, de moments, et donc essayez de me définir une durée, parce que on peut prendre une portion d'une droite, mais comme le temps, sa caractéristique, c'est qu'il est éphémère, le présent à peine né disparaît. C'est une machine à transformer le moment en de nouveaux moments, si je puis dire. C'est très difficile de définir le temps. Mais en tous les cas, c'est un paramètre qu'on a utilisé sans trop savoir à quoi ça correspond. Mais quand vous réfléchissez, vous avez accepté dans votre vie des tas de choses. On peut faire un sondage sans forcément les voir. Qui a vu une bactérie ? Tout le monde a accepté la notion de bactérie. Qui a vu un virus? Qui a vu une cellule? Voilà. Bon. Oui, mais vu avec un microscope.
Vous voyez, pas vu sur Internet. Ce que je veux vous dire, c'est que le rôle de la science, c'est d'imposer sa vision. La science veut une image juste, alors que c'est juste une image. Donc vous avez accepté dans votre vie des tas de choses parce que vous avez considéré que ceux qui vous ont donné cette information, comme on dit en religion, étaient dignes de foi, étaient sincères, étaient compétents et finissaient par nous décrire une réalité. Mais est-ce que cette réalité est vraie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Au jeu du fake news, vous commencez à vous rendre compte que peut-être on nous aurait donné un monde qui n'est pas forcément basé sur des choses qu'on peut vérifier tangiblement. Et pourtant, on a appliqué un principe de cohérence. On a dit, bon, on va tous admettre que les bactéries, les virus, les cellules existent. Mais moi, je me souviens, j'avais bon, maintenant, ça n'existe plus, mais un vieux professeur de physique qui n'avait jamais cru à l'existence des atomes. C'est un peu curieux quand même. Et quand on lui disait, parce qu'évidemment, on n'arrêtait pas de le charrier sur ça, il répondait « Montrez-moi-en un, j'y croirais ». Alors il avait accepté parce qu'il devait vivre, hein, il avait un CAPES de physique, donc, mais au fond de lui, les atomes, les ions, tout ça, il n'y croyait pas. Voilà. Alors c'est terrible hein, d'enseigner quelque chose auquel vous ne croyez pas. Donc, si je reviens, alors vous verrez, on fait mais ça fait partie de la pédagogie, on fait des zigzags et à la fin, les différentes pièces du puzzle vont se reconstituer. C'est volontaire, hein, parce qu'au lieu d'avoir une pensée linéaire, c'est une pensée serpentine. Voilà. Et donc ce temps qui s'écoule sans accélération ou décélération, vous pouvez très bien admettre au moins en termes d'hypothèse, qui pourrait exister des temps qui s'écouleraient plus rapidement que notre présent. Qu'est-ce qui l'empêcherait ? À part un obstacle psychologique, comme on dit, des obstacles épistémologiques à la Bachelard. Et ce temps qui s'écoulerait plus rapidement que notre présent, on va l'appeler futur. Et on va le qualifier de futur potentiel. Et il pourrait exister des temps qui s'écoulent plus lentement que notre présent, qu'on va appeler passé potentiel. Ce qui fait que notre présent, ça serait l'actualisation d'une potentialité future ou passée. D'accord ? Et comme en mécanique quantique, il y a plein de potentialités futures, l'enseignement de la mécanique quantique, c'est qu'il existe des états superposés. Alors je vais prendre un exemple simple, imaginez une particule, dans notre monde à nous, elle a une position. La bilocation, c'est réservé à la religion. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais quand Stephen Hawking a été reçu par Jean-Paul II, à la fin de l'entretien, Jean-Paul II lui a dit « On est bien d'accord, monsieur l'astrophysicien, tout ce qui est avant les quelques fractions de secondes du Big Bang que vous ne pouvez pas expliquer, ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est notre domaine, et tout ce qui vient après, c'est votre domaine. » Voilà. Donc, comment vous faire sentir ça ? Imaginez une particule, bon, elle n'arrête pas de fluctuer. Donc au départ, elle a une position qu'on va appeler x1, avec une trajectoire t1, une vitesse v1 et un futur f1. Et puis, cette fluctuation amène la particule à occuper une position x2 avec une trajectoire t2, une vitesse v2, un futur t2. Mais comme elle fluctue toujours, elle peut avoir une position x3 avec une trajectoire t3, une vitesse v3 et au bout, un futur v3. Et on pourrait multiplier cette fluctuation encore. Donc vous voyez bien que la particule de départ, du fait de son indiscernabilité, elle a plein de futurs. On appelle ça des spectres ou des états superposés. Donc notre particule, elle peut avoir, avant une mesure, une position nord, mais également une position sud et simultanément est et ouest. Ça, c'est avant la mesure. Mais après la mesure, il y a un état qui tombe. Si vous allez vous connecter sur l'état nord, il y a la solution nord qui tombe. C'est exactement ce que je vous disais. Si on vous propose un futur bien léché dans une salle de cinéma, voilà, comme celui de Matrix,
avec l'uniformisation, les robots, l'intelligence artificielle, le transhumanisme avant la lettre, vous allez actualiser cette potentialité. Elle aurait pu être différente. Et c'est exactement ce qu'on a fait depuis que le pouvoir est au pouvoir, c'est de nous amener, nous, la masse, les 99%, à actualiser la potentialité qui les maintienne en haut de l'édifice de la structure pyramidale. Alors, évidemment, ça nous amène, troisième étape, à déconstruire, après avoir déconstruit la matière. D'ailleurs, si vous regardez, dans l'univers, pour une particule comme le proton, vous avez 1 milliard de photons. Donc, de toute évidence, c'est la lumière qui l'emporte sur la matière dans le cosmos. Donc, la matière est rare. Vous voyez, si vous étiez un rayon lumineux, de temps en temps, en vous baladant dans l'univers, dira « Tiens, une particule de matière. Tiens, une planète. » Mais la majorité de votre voyage, il n'y aurait pas de matière. Donc, ça change beaucoup de choses parce que nous, on a tout inversé. Et vous allez voir qu'on a inversé, ce que je vais appeler les modes opératoires du divin. Et c'est l'objet de cet atelier, c'est de travailler sur ces modes opératoires du divin. Je dis bien travailler, les ressentir de façon à mettre en avant d'autres potentialités. Et on regardera ces modes opératoires du divin, et vous verrez que le monde qu'on est en train de mettre en place, en termes de potentialité, d'accord, et non pas en termes d'aboutissement, est totalement la négation de ces modes opératoires du divin. Alors, la matière, elle est à la fois substantielle et ondulatoire. C'est exactement ce que nous disent les peuples traditionnels. Le temps, il n'y a pas un temps, mais des temps. D'ailleurs, le mot « temps » en français présente un S. C'est ce que dit le poète Yves Bonsoir. La poésie, c'est la parole quand on a su ne pas oublier qu'il y a dans la plupart des mots un point où ceux-ci sont tout de même en contact avec ce qu'ils ne peuvent pas dire. On ne peut plus dire la fin des temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien dans l'Apocalypse de Saint Jean qu'on parle de la fin des temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps, mais des temps. Dans beaucoup de spiritualités, notamment dans l'hindouisme, il y a le temps des dieux, il y a le temps des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi il y aurait un seul temps? Vous voyez, est-ce que c'est encore une fake news? Donc, on a déconstruit le temps, on a déconstruit la matière, on a vu que finalement, sans le dire, le présent, le passé et le futur étaient en interaction. Donc, ce qu'il faut faire venir sur Terre, c'est un futur en harmonie avec notre passé. Vous commencez à comprendre que cette guerre, bien sûr, elle est économique, c'est une guerre qu'on qualifie de guerre 4.0, c'est une guerre de l'information, des informations, mais elle est également spirituelle. Puisque le but ultime des maîtres économiques, c'est de nous couper de notre passé, de façon à faire venir un futur qui n'ait aucun lien avec notre passé. Et quel lien y a-t-il avec notre passé en termes de transhumanisme? Vous voyez, on est en train de complètement modifier les règles. Alors, si vous prenez l'anthropologie, on nous dit qu'une société traditionnelle ou, comment dirais-je, une ethnie traditionnelle, il y a besoin de polarité. Il y a besoin de polarité masculine et féminine. Alors, je ne vais pas faire un plaidoyer contre l'homosexualité, il y en a toujours eu, mais ce n'était pas la norme. Là, la différence, c'est qu'on est en train d'inverser et de montrer que ce qui était un petit pourcentage devient la norme. Alors, c'est l'aboutissement ultime, vous allez le comprendre, de la guerre qu'on fait contre les frontières. Alors, une frontière, c'est nécessaire à la vie. La frontière, elle va définir ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Alors, quand on est en biologie, la cellule a besoin d'une membrane, que ça soit c'est la même chose pour une bactérie, un virus. Il y a toujours besoin d'avoir quelque chose qui sépare l'intérieur de l'extérieur. En physique, on parle d'interface. Généralement, la surface est une surface très riche du point de vue physique. C'est au niveau de l'interface que vous avez un état solide et de l'air, par exemple, et il y a deux milieux en relation, parfois même trois si vous mettez de l'eau. Et puis, il y avait aussi la frontière entre les pays. Et donc, on a fini par diaboliser la frontière. La frontière, c'est pas bien. C'est
c'est l'extrême droite, c'est à une époque le Front National, le Rassemblement National, c'est anti-globaliste. Vous voyez ce que je veux dire? L'Open Society qui est une trahison. C'est George Soros, les travaux du philosophe Karl Popper. Hein, et Karl Popper disait qu'une société totalitaire est une société qui est repliée sur elle-même. Mais une société qui s'est ouverte au monde entier est aussi une société totalitaire. Mais c'est un totalitarisme qui a été vers l'expansion. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans la complémentarité des opposés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce qui s'est passé pour le régime politique. On peut très bien raisonner avec ces termes. Et c'est très bien dit dans le livre des morts égyptiens, où on nous dit que le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale, le 1, en deux principes opposés équilibrés, l'un par rapport à l'autre, qui engendre une nouvelle vie. Le 1 devient 2. Vous savez qu'en numérologie, dans l'Antiquité, on disait que le 2, on l'appelait l'audace, l'intrépidité, parce qu'il s'était sauvé du 1 de l'unité. On l'appelait également la différenciation, parce que c'est la base de l'altérité. Quand vous avez deux individus, on ne peut pas avoir une confusion pour les réunir en un seul individu, sinon c'est la fusion-confusion. C'est aussi l'opinion, parce que l'opinion doit comporter des opinions contraires. Et c'est également tout ce qui est la somme, l'extension, le mouvement, etc., etc. C'est tout ça le 2. Le 2, en fin de compte. Et cette notion d'unité, on l'a complètement travestie. Le sens spirituel de l'unité, c'est la somme des complémentarités. Si vous prenez un univers ou un système solaire, toutes les planètes et les étoiles sont complémentaires les unes des autres. Ça n'a rien à voir avec l'uniformisation. Vous voyez ce que je veux dire? L'uniformisation, c'est gommer les particularités pour les réduire à une seule. C'est la fusion-confusion. Voilà. Donc c'est exactement vers quoi on nous emmène. Donc l'unité qui est proposée dans la globalisation est le contrepoint de l'unité spirituelle. Alors on va revenir sur un personnage qui a marqué la philosophie occidentale, c'est Platon. Alors Whitehead, qui était un philosophe anglais, avait dit « Qu'est-ce que la philosophie si ce n'est des notes en bas de page des dialogues de Platon ?» C'est assez sévère quand même pour les autres philosophes, mais c'était sa vision des choses. Et donc Platon définit, et cette vision, vous la retrouvez dans les sociétés traditionnelles, le monde comme étant divisé en deux, et ces deux parties sont connectées. Donc il y a le monde de l'incarnation, l'espace-temps dans lequel nous vivons, qui est soumis à la loi matérielle, et puis à cet espace-temps qui autorise l'incarnation, qui est lié à un écoulement du temps qui se fait à une certaine vitesse. Vous avez un autre espace-temps qui n'autorise pas l'incarnation, où le temps s'écoule plus lentement, ce qui fait que vous avez deux espaces-temps connectés. Alors, dans les sociétés traditionnelles, dans cet espace-temps invisible, soumis à une loi, qu'on pourrait appeler la loi divine ou la loi spirituelle, les peuples traditionnels y mettent des dieux, des émissaires des dieux, des esprits nocturnes, des esprits célestes, des esprits bienveillants, des esprits pathogènes, des maîtres des animaux, des maîtres des plantes. Ils y mettent également des ancêtres, des morts, etc. Mais on peut très bien y mettre des entités divines. En tous les cas, c'est la loi que j'ai citée. Le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés. Pour Platon, toute chose incarnée a son équivalent dans cet espace-temps invisible, mais sous forme informationnelle. Alors là aussi, vous voyez, dans la description qu'on fait du physique, des choses physiques, on a oublié l'information. La vie, c'est de la matière, de l'énergie et surtout de l'information. Et l'information, de plus en plus, on se rend compte qu'elle est plus importante que la matière et l'énergie. C'est elle qui donne forme à la matière et l'énergie. On n'a pas encore une théorie de l'information. On connaît beaucoup de choses sur la matière. On ne sait pas comment la matière s'organise pour donner des formes. Et quand on est confronté à cette problématique, il faut introduire une autre notion qui est la notion d'information. Alors, comment définir cette information, Et donc, un cybernéticien, Norbert Wiener, alors c'était un enfant prodige, il avait eu un doctorat en mathématiques à 14 ans.
Il était prof d'université à 18. Et donc, il a développé une approche qui permet de comprendre la régulation d'un système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble d'éléments qui vont interagir entre eux. C'est une unité globale organisée faite d'interrelations, d'actions, d'individus qui interagissent. Ici, on forme un système. Hein. On est chez les bénédictines, dans une pièce, en essayant de trouver une chaise, etc. On est en interaction, on forme une unité globale. Évidemment, quand la soirée sera finie, ça va se fragmenter, il n'y aura plus les liens qu'il y avait pendant la conférence. Vous garderez un bon souvenir ou un moins bon, suivant la qualité de ce que j'ai dit, mais ça sera fini. Ça sera de l'ordre du souvenir. Alors, cette unité globale organisée, qui forme un système, quand vous essayez de comprendre comment ça interagit, vous êtes obligé d'introduire la notion d'information, puisqu'il y a une interaction des éléments matériels, ce qu'on appelle l'information matière, et c'est les liens de ces éléments matériels, c'est l'information. Alors, Norbert Wiener disait l'information n'est ni masse ni énergie, elle n'est qu'information, mais néanmoins, elle a besoin de cette masse et de cette énergie pour être véhiculée. Ça veut dire quoi, ce jargon? On va le traduire. Par exemple, sur un panneau, c'est sens interdit, vous avez un symbole, c'est une information, c'est de la ferraille, et c'est aussi de l'énergie. D'accord? Et pourtant, vous ne confondez pas le signe sens interdit avec le panneau. C'est exactement ça. L'information, elle est véhiculée par la matière et l'énergie, mais néanmoins, on ne doit pas la confondre avec cette matière et cette énergie. Donc pour Platon, tout objet existe simultanément dans un espace-temps invisible que les Grecs de l'Antiquité appelaient le nous, ou le monde des idées. D'accord ? Et nous vivons dans un autre espace-temps connecté à celui-ci qu'on appelle le monde du sensible, qui est soumis à un écoulement du temps. Et donc, on prend l'exemple donné par Platon, la rose, avant d'être rose incarnée avec son parfum, elle existe à l'échelle ou à la dimension informationnelle. Elle est pure, information, mais n'est pas incarnée. Et dès qu'elle va s'incarner dans notre espace-temps, elle va être déformée. D'accord ? Déformée. C'est-à-dire que le passage de l'espace-temps où seule l'information est possible, soumis à la loi divine, quand ça se fait dans l'espace-temps de l'incarnation, il y a une déformation. On pourrait donner l'exemple d'un prisme. Vous voyez, la lumière blanche, quand elle passe à travers le prisme, elle est décomposée. Alors, c'était, quand vous relisez la Bible, c'est un peu cette vision qu'il y a. C'est-à-dire, la Bible, sans qu'on le dise, c'est un manuel de guérison. Guérison intérieure, guérison spirituelle, mais c'est un manuel de guérison. Et on nous donne la façon d'utiliser ce manuel de guérison. Alors, il y a un mouvement qui s'appelle la science chrétienne, qui a été créé par Mary Baker Eddy. Ça n'a rien à voir avec la Christian Science, qui a essayé de relire la Bible et de comprendre comment le divin, qui n'est pas incarné, quel était son impact dans notre monde. Et on arrivait à 7 qualités du divin ou 7 modes opératoires du divin. Alors, la première qualité, c'est l'entendement. L'entendement, c'est la conscience, consciente d'elle-même et animée par une volonté. Alors effectivement, il faut comprendre que les 99% de la matière, c'est de la conscience. Tout est conscience. Ce qui fait que l'univers étant conscience, on peut considérer qu'il est vivant. Donc vous voyez, je vous amène progressivement, assez curieusement, par les outils d'une science qui a combattu l'animisme vers l'animisme. Le deuxième mode opératoire du divin, c'est l'âme. L'âme, c'est ce qui donne la singularité à chaque chose. Chaque rayon du soleil, bien qu'émanant d'une même source, a sa singularité. Ça, c'est l'âme. Vous avez une âme qui est propre à chacun de vous et qui ne ressemble pas à une autre. Ensuite, vous avez l'esprit. Alors, ça ressemblerait, en l'état actuel de nos connaissances, à cette espèce de vide qu'on trouve dans l'atome, qui représente 99,9 999 999%. Voilà, c'est un vide plein, si je puis dire, et qui maintient la structure de l'atome. Et l'esprit, il ne faut pas le confondre avec la matière.
On peut dire que la matière, c'est cet esprit, cette substance fondamentale qui s'est repliée sur elle-même. Puis après, vous avez le principe, haute mode opératoire du divin. Dans le réel, tout est à sa juste place, sans considération de l'espace et du temps, en ordre et en rythme. Quand vous regardez l'univers, ce qui correspond, c'est l'harmonie. C'est harmonieux. Et puis vous en avez 3 autres. Vous avez la vie. C'est ce qui permet au vivant de se mouvoir. Voilà, c'est le mouvement, c'est tout ce qui n'est pas statique. Vous avez la vérité. Voilà. Alors pour les chrétiens, la vérité, c'est que Dieu a créé l'homme à son image il a créé hommes et femmes. Donc ça suppose que le divin est une dimension masculine et féminine et qu'on est à l'image du divin. C'est exactement ce qu'on a essayé de nous enlever de l'esprit pour nous enlever cette qualité divine. Et puis ça dépend comment on représente le divin. Comme on dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je réponds souvent, dites-moi comment vous le voyez, et il est presque sûr qu'on ne croit pas à la même chose. Voilà. Et puis enfin, vous avez l'amour. C'est ce qui permet à l'unité de vivre en harmonie avec les éléments qui le composent. Si vous les prenez les uns après les autres, regardez comment notre monde est en train de saper ces modes opératoires du divin. L'entendement, on est en pleine contrefaçon. Vous voyez ce que je veux dire? La contrefaçon de l'entendement, on peut dire c'est un mensonge, c'est notre moi qui est conditionné par cette programmation, ce formatage qu'on a reçu depuis notre éducation. L'âme, on essaie de nous faire rentrer dans un monde où il n'y a plus d'individualité, où il n'y a plus de spécificité, plus de polarité entre les individus, les hommes, les femmes, les cultures. Chaque pays a une âme. Chaque culture a une âme. Chaque individu a une âme qui lui est singulière. L'harmonie, est-ce que vous croyez qu'on est dans l'harmonie? Le principe, la contrefaçon, c'est de considérer tout est le fruit du hasard. D'ailleurs, c'est le terme qu'on met souvent, vous voyez, c'est le hasard. L'esprit, on a oublié que l'univers a une conscience, il est vivant. La vie, on est en train de nous amener progressivement vers la mort, à différents niveaux. Le confinement était une forme de mort, la vaccination est une forme de mort. La vérité, c'est que des fake news. Ah. Et si vous prenez le dernier, l'amour, on n'est pas du tout dans la complémentarité des éléments, puisqu'on les a amenés à être séparés. Je vous rappelle, l'amour, on peut la définir de différentes façons, c'est tout ce qui est unité en parfaite harmonie avec les éléments qui le composent. Donc si vous regardez l'univers, il est amour. Et donc, à chaque fois que un des modes opératoires du divin informationnel s'incarne dans notre monde, il est dévié. Il donne lieu à sa contrefaçon. On a vu que la contrefaçon de l'entendement, c'est notre moi qui est programmé par tout un tas de formatages. La contrefaçon de l'esprit, c'est de croire que la matière, elle est indépendante de cette substance, alors que la matière, c'est cette substance. Vous avez l'âme, la singularité, c'est nos 5 sens qui nous trompent. Au-delà de ressemblance, on a chacun une singularité, et la vie doit être maintenue dans sa singularité, dans sa biodiversité. Vous voyez ce que je veux dire? On veut protéger la biodiversité de la nature, mais on est en train de gommer la biodiversité des cultures. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de paradoxe dans la meilleure. La vie, on est de plus en plus soumis à des processus mortifères. Voilà. La vérité, c'est que du mensonge, et l'amour, c'est plutôt la peur, la haine, l'angoisse qui prédomine. Alors, le but de cet atelier, qui va durer 2 jours, c'est d'apprendre à manier ces modes opératoires du divin, les comprendre et les ressentir. Et à ce moment-là, on a une chance, et c'est ouvert à tout le monde, évidemment, puisque c'est indépendant de l'âge, de la culture et de l'intelligence, c'est de ramener chaque chose ici qui est déviée dans son essence divine. C'est-à-dire que chaque être humain a une double existence. Il vit ici-bas dans un espace-temps d'incarnation. C'est l'homme réel, soumis à ses peurs, ses angoisses, ses formatages. Et puis, il y a une autre partie de nous qui vit dans cet espace-temps et qui est, on pourrait l'appeler l'homme générique. Moi, je l'appelle aussi le double cas.
Et donc le monde dans lequel nous vivons est l'effet de cette cause. Et c'est ce que ne cessent de dire les peuples traditionnels. C'est-à-dire que toutes les catastrophes que nous vivons présentées comme écologiques, donc en tant que scientifique, je ne vois pas comment on peut réduire le réchauffement climatique à un seul paramètre. Voilà. C'est pas possible que ça soit que le carbone. Par contre, si vous commencez à développer votre discernement, et c'est ça aussi le but d'un enseignement pluridisciplinaire, vous vous dites, bah, finalement, le carbone, ça c'est intéressant, mais pourquoi la vapeur d'eau n'est pas prise en compte? Pourquoi le soleil n'est pas pris en compte? Pourquoi les nuages ne sont pas pris en compte? Mais qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Ah, on va avoir des impôts sur l'atome de carbone. Ah, puis après, on va peut-être nous empêcher de voyager. Vous voyez, Jean Covici a dit on pourrait prendre l'avion pour 2 fois dans sa vie. Ah oui. Et puis alors, se déplacer va devenir problématique puisqu'on va nous calculer nos unités carbone. Donc finalement, vous commencez à comprendre qu'en mettant en avant un problème de carbone sur le réchauffement climatique, on va nous territorialiser. Par contre, le vrai problème, c'est la perte de biodiversité. Et ce n'est pas solutionné, puisque un des projets, c'est de raser, projet secret, la forêt amazonienne, pour replanter les forêts primaires, des forêts secondaires avec des arbres qui seront identiques les uns avec les autres. Vous voyez, la Chine traditionnelle a perdu son âme en rentrant dans le capitalisme, parce que dans la pensée traditionnelle chinoise, entre 2 petits pois, il y a toujours une différence. La Chine traditionnelle était plus sensible à la divergence qu'à la ressemblance. Et effectivement, chaque individu est dissemblable. Mais ce n'est pas rejeter l'autre, c'est prendre la richesse de l'autre et en faire une alchimie pour qu'on puisse relationner et s'enrichir l'un et l'autre. Ça n'a rien à voir avec ce qui est donné. Et donc, que faire dans cette situation? Déjà, actualiser d'autres potentialités. Donc, il faut comprendre vers quoi on va. Voilà, ça c'est la première étape. C'est ce que je vous ai donné des pistes. On pourrait multiplier les autres, mais voilà, je vous donne des pistes. Le but, c'est d'aller vers une uniformisation. Et quand on réfléchit, en physique, qu'est-ce que c'est l'uniformisation? C'est quand un système n'évolue plus. C'est en quelque sorte la mort. Si vous prenez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les 2 sources vont évoluer vont atteindre la même température. Il y a une évolution thermique, un transfert thermique, et le système n'évolue plus. En chimie, on dit qu'il est mort. Oui. Quand on atteint l'équilibre, le système, il est mort. Il n'a plus de flèche du temps, il n'évolue plus. Voilà. En termes écologiques, l'uniformisation, c'est la perte de biodiversité. Et d'ailleurs, chez les marxistes, dont l'application a été terrible, mais le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. À partir du moment où il n'y a plus de classe, puisqu'on veut réduire la classe moyenne, il n'y a plus de moteur de l'histoire, donc l'histoire n'évolue plus. Donc c'est le but de notre batracien intergalactique, c'est qu'il n'y a plus de tension. Vous voyez, on veut gommer les polarités. C'est ça, si vous voulez comprendre une des principes spirituels des lois naturelles, on doit avoir des polarités. Quand vous avez un plus et un moins, vous avez un champ électrique qui va de plus vers le moins. Si vous avez 2 sources de chaleur à des températures différentes, elles vont évoluer. Si vous avez de l'eau douce et de l'eau salée, il y aura un transfert de salinité d'une source à l'autre. Et on pourrait multiplier les exemples, c'est-à-dire que le monde, il est dynamique, il est vivant. Je vous rappelle la définition de la vie au sens spirituel du terme, c'est ce qui permet aux vivants de se mouvoir. S'il n'y a plus de déplacement, on est dans un système mort. Et donc, c'est un spectre de mort qui nous est proposé par notre petite élite. Et donc, face à ça, c'est nous qui pouvons donner un stop-arrêt. Donc, vous voyez une chose dans la vie courante, vous le corrigez en disant c'est pas en accord avec le mode opératoire du divin et vous vous projetez. Alors, c'est un vrai exercice parce que l'homme malade, il est certes malade ici-bas, mais l'homme générique n'est pas malade. L'information ne connaît pas la maladie. Et en ayant étudié un certain nombre de guérisseurs, je me suis rendu compte qu'ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, là où on voit l'homme malade, lui, il ne voit pas l'homme malade. Il voit l'homme informationnel qui n'est pas malade. Et si à un moment donné, vous en tant que regardant, participant, thérapeute, vous travaillez ces modes opératoires du divin en vous projetant sur la personne, vous connectant, simplement en travaillant
en vous-même, vous permettez à la personne de sortir de ça, puisqu'on est malade, parce qu'on s'est coupé du haut, c'est la définition que vous retrouvez dans toutes les sociétés dites traditionnelles ou les civilisations traditionnelles, et on s'est coupé des modes opératoires du divin. Donc on peut complètement relire la Bible, et on pourrait faire ça pour l'hindouisme, pour d'autres choses, et donc arriver à une convergence. Alors effectivement, on va terminer là-dessus, puis après je répondrai à vos questions. On sera obligé de se limiter vu le nombre. Hein. Voilà. Alors dégainez vite parce que vous aurez plus de chances de passer. Vous avez tous entendu parler, c'est au cœur de l'astrologie, des mouvements de précession des équinoxes. Ça vous dit quelque chose? Bon, la Terre n'est pas une sphère parfaite, je ne vous apprends rien. Elle a 6400 km de rayon, mais si c'était une sphère parfaite, le rayon de courbure qui lie le pôle nord au pôle sud devrait être égal au rayon de courbure à l'équateur. Ce qu'on appelle le rayon de courbure, vous suivez la croûte terrestre et vous, comme une sphère, vous allez avoir un rayon de courbure. C'est une courbe qui va relier les deux pôles, pôle nord, pôle sud. Et puis si la sphère était parfaite, le rayon de courbure entre les deux pôles devrait être égal au rayon de courbure à l'équateur. Ce qui n'est pas le cas, il y a une différence de 21 km sur 6400, ce qui fait, si vous calculez, une différence de 1,298,2. Mais c'est suffisant pour donner lieu à une boursouflure équatoriale et l'axe de rotation de la Terre va former un cône, il va osciller, voilà, et sur une période en gros de 26 000 ans, il va former un cône. Alors, un cône, c'est un chapeau de magicien, voilà. Si vous prenez la pointe au centre de la Terre et puis vous avez le cercle, l'axe de rotation de la Terre va tourner sur 360 degrés, puisque c'est un cercle. On peut diviser ce cercle en 12 secteurs de 30 degrés. On pourrait le diviser en 13 d'ailleurs, ça a été le cas à une époque. Et donc on part d'un point, l'étoile Solaris, et puis on va avoir à l'opposé l'étoile polaire, puis on reviendra par le même point d'où on est parti. Voilà. Et en moyenne, on parcourt 1 degré tous les 71 ans, ce qui fait que par secteur de 30 degrés, qui correspond au signe du zodiaque, vous avez une période de 2100 ans. Alors, quand on arrive à la fin du cycle, effectivement, ça devient intéressant parce que, autre fake news, en apparence, on est dans un temps unique, mais en fin de compte, c'est 7 temps qui se compriment et se décompriment. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme un accordéon. C'est pour ça que dans l'Égypte antique, on représentait le temps sous forme d'un serpent. Vous savez, un serpent, il y a des anneaux qui se compriment et se décompriment. Et donc, quand on arrive à la fin du cycle, il y a deux choses qui ressortent à la fois de ce cycle version chrétienne et version hindouiste. C'est que pour les Indiens, chaque période correspond à la venue d'un avatar. Alors un avatar, c'est un être qui est venu nous donner un message spirituel. Un être évolué qui vient d'autres temps et qui s'incarne ici. Il a besoin, pour s'incarner, d'un homme, d'une femme, mais qui soit compatible avec sa potentialité. C'est pour ça qu'ils doivent être vierges, non pas au sens sexuel du terme, mais de tout péché. Et puis, tous les 2100 ans, le message est assez simple. Ne fais pas à autrui en pensée, en acte, ce ne faudrait pas qu'on te fasse. Essaye de contrôler tes pensées. Vous avez tout dans les 10 commandements. Hein. Que ce soit la version juive ou la version chrétienne, il y a tout dedans. On nous dit l'algorithme qu'il aurait fallu suivre pour ne pas créer de chaos. C'est exactement l'inverse qu'on a fait. Mais à la fin, quand on arrive à la fin du dernier secteur, on en a passé 11, le 12e, on fait venir un Avesha. Et l'Avesha, c'est nous qui allons le matérialiser, ce que j'appelle le démochriste. C'est-à-dire c'est l'humanité qui fait venir, comme un hologramme, l'être qui ne sera pas cette fois-ci incarné, mais qui le sera par nos pensées en quelque sorte, on aura une information. Et il faut comprendre que toutes les religions sont complémentaires. Finalement, si vous prenez l'hindouisme, vous avez entre 33 000 et 36 000 dieux, mais c'est un même dieu, Brahman, qui s'est incarné dans différentes façons. Et il y a une convergence, et c'est exactement ce qu'on a évité de faire. On a créé la guerre des religions entre les 3 religions monothéistes pour justement empêcher cette espèce d'union, cette union des complémentarités qui viendrait. Donc en fonction de la géographie où la spiritualité s'est développée, elle a pris des formes différentes, mais c'est toujours une énergie qu'on pourrait appeler une énergie spirituelle qui a pris une forme qu'on représente ou pas, les musulmans ne la représentent pas, mais qui est là
et qui est connecté aux hommes à partir du moment où ils le connectent, évidemment. Mais ce qu'on a amené progressivement l'Occident à faire, c'est se séparer du haut, se déconnecter. Vous voyez, la science, elle est dans l'analyse. Étymologiquement, ana en grec ancien, c'est le très haut, l'inaccessible. Lysos, c'est se couper du haut. Donc la science avoue, sans le dire, qu'elle s'est coupée du haut. Analysos. Analyse. Et l'autre, analogo, c'est quand on est dans le langage du haut. C'est le langage des poètes ou les langages des mystiques. Donc, quand on a réussi à ne pas se couper du haut, quand vous êtes dans l'analyse, vous vous coupez du haut étymologiquement. Et la science, quand elle dit ma méthode, c'est l'analyse, elle se coupe. On a eu tout, il y a eu le cri aussi. Ah bon, j'espère que c'est pas grave. C'est une chaise qui a craqué. Il y a trop de vide. Voilà. C'est bon? Donc, voilà, comment on peut agir? C'est surtout pas dans l'affrontement. C'est vraiment dans l'intériorité de chacun qu'on peut corriger les déviations du mode opératoire du divin. Et quand vous regardez les pyramides des besoins de Maslow ou les modes opératoires du divin, il n'y en a pas un qui soit balayé. Donc, que ce soit la pyramide des besoins de Maslow, on les a pris un par un, tout ce qui se met en place économiquement les a complètement balayés. La plupart, on croyait que nos démocraties étaient à l'abri au moins de ne pas satisfaire les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Effectivement, on commence à voir le spectre de famine, on nous parle de restrictions, etc., etc. Deuxièmement, les modes opératoires du divin, qui sont l'entendement, l'esprit, l'âme, le principe, la vie, la vérité et l'amour, sont complètement balayés. Donc j'espère que vous avez compris que ce qui mène la danse, c'est une énergie démoniaque, satanique, qui fait de l'humain son ennemi, puisque le Forum économique mondial a une haine de l'humain. Ils veulent gommer l'humaine nature. Et c'est à nous de nous reconnecter, non pas sur la loi qui régit la matière, qu'on appelle la loi générale, mais sur la loi divine. Et ça, vous pouvez le faire, c'est un état intérieur. Ça s'apprend, ça s'entretient, ça se travaille. Et c'est ça qu'on appelle être un guerrier de lumière. C'est pas manifester, vous aurez beau manifester, vous ne changerez pas. On est dans un mouvement européen qui a décidé que l'Europe devait disparaître. Vous l'avez compris. C'est pour ça qu'il y a une immigration massive. Alors, je suis anthropologue, donc j'ai voué une partie de ma vie à étudier les cultures étrangères à la mienne. Mais je suis pour une immigration intégrative, où l'État qui reçoit intègre. Si vous n'avez pas d'immigration intégrative, c'est la lutte pour le territoire. C'est exactement comment on fait les Chinois au Tibet. Quand il y a eu plus de Chinois que de Tibétains, forcément, l'administration a utilisé la langue tibétaine. Donc c'est à nous de réagir, c'est à nous de mettre un principe de résistance. Et ce principe de résistance, il faut qu'il soit non pas dans un choc frontal avec l'institution, mais un choc vertical. Et c'est pour ça que j'ai créé des petits groupes. Alors, il y aura une formation au Luxembourg le 10 et 11, je crois. À Grandcourt, voilà. Voilà, où on prend des petits groupes, où je leur explique comment manier les modes opératoires du divin pour qu'ils soient opérationnels. Alors, je vais finir par une expérience que j'ai lancée à Ibiza, mais que je commence à multiplier. Deux politologues, Erika Chenoweth et Marianne J. Stéphan, ont fait une étude sur 106 ans, entre 1900 et 2006, des conflits qui ont changé les régimes politiques. Alors, Erika Chenoweth est professeure de politique à l'université de Harvard et Marianne J. Stéphan est ex-directrice de l'Institut de l'action non violente de la paix aux États-Unis. Et donc, elles ont étudié sur un siècle et 6 ans, 106 ans, 323 conflits. Elles ont essayé de voir les invariants. Et les invariants des conflits qui ont réussi à changer
un aspect de la politique, là où il y avait le combat, il y a 2 points caractéristiques. Premièrement, il faut que le mouvement soit non violent. 52% des mouvements non violents ont réussi à changer ce qu'ils voulaient, ou une partie de ce qu'ils voulaient, et il faut au moins 3,5% de la population impliquée dans cette revendication. 3,5%, c'est pas énorme. Donc on n'est pas dans la masse critique, on est dans l'information critique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que souvent on nous dit oui, mais on n'est pas assez nombreux. En fin de compte, 3,5%, c'est quand même en France 2,3 millions de gens et aux États-Unis 11 millions. Mais on a pris l'île d'Ibiza comme territoire d'expérimentation, 150 000 personnes. En gros, 3,5%, ça fait 5 200 personnes à peu près. C'est à peu près de cet ordre. Et on a largement dépassé, si vous regardez, expérience d'Ibiza. Donc en prenant des petits groupes, la Belgique, alors la Belgique m'intéresse parce que vous avez gardé encore un lien social beaucoup plus fort que la France. Vous n'avez pas à rougir de la France. Hein. Je sais que vous avez un proverbe qui dit « on n'a pas l'arrogance hexagonale », mais effectivement, voilà, ne prenez pas le modèle français parce qu'il est en train de péricliter. Et vous avez encore une dimension spirituelle. Donc, voilà, ce que la France, elle est combattue sur ça, puisqu'on fait la chasse aux crucifix, on enlève les crucifix à l'Assemblée nationale, on a l'impression que se déclarer chrétien ou d'autres formes de religion, c'est être un complotiste. Alors, je veux bien être un complotiste de Dieu. Bon. Et puis, en faisant ces petits groupes, alors l'île d'Ibiza a réussi à passer allègrement, donc ça utilise un phénomène qu'on trouve dans le vivant qui est la coopérativité. Vous prenez de l'eau, vous la chauffez, vous la refroidissez, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, vous avez 100% de liquide, mais au fur et à mesure que la température augmente, il apparaît dans des petits domaines des zones déjà gazeuses. C'est ce qu'on appelle des clusters. Alors ça n'a rien à voir avec... Voilà, alors c'est marrant parce que c'est vraiment les clusters lumineux, les clusters obscurs. Et puis ces clusters vont grossir selon une loi de coopérativité. Ils vont interagir entre eux pour donner des plus gros clusters. Puis au fur et à mesure que la température monte, il y aura de plus en plus de clusters gazeux dans une majorité de liquide, de moins en moins liquide. Et puis à un moment donné, 100% va passer à l'état de vapeur. Et c'est la même chose si on avait refroidi l'eau. On aurait des petits centres déjà glacés, qu'on appelle des centres de nucléation, qui vont grossir selon la coopérativité. Et à un moment donné, la totalité de ces clusters fusionnent pour donner un seul état, l'état solide, ou l'état gazeux, si au lieu de refroidir, on chauffe. Donc c'est exactement ce qu'on a lancé à Ibiza. Il y a un premier cluster qui va, par coopérativité, donner un autre cluster, on ne sait où, mais qui augmentera sa taille et qui donnera de taille en taille croissante une interactivité entre les clusters. La coopérativité, c'est ce qui nous permet de vivre parce que nous avons dans nos globules rouges une protéine qu'on appelle l'hémoglobine qui est capable de fixer 4 molécules d'oxygène. Quand une première molécule d'oxygène se fixe sur cette protéine, ça accélère la fixation de la deuxième. Les 2 fixés accélèrent la fixation de la troisième. Enfin, les 3 fixés accélèrent encore plus la fixation de la quatrième. Donc au fur et à mesure que le phénomène se répète, il augmente sa vitesse au fur et à mesure que, d'un point de vue précédent, il y a une itération, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y aura à Grandcourt un cluster, qu'il y aura en Belgique, à Liège, un cluster, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. À partir de là, quand un cluster, il faut l'entretenir, voilà, et c'est simplement... Alors nous, on propose des méditations, c'est-à-dire en quel futur on veut vivre. Et voilà, on n'est pas dans « je ne veux pas », on affirme ce qu'on veut et on se connecte à ses potentialités. Et à ce moment-là, il y a un phénomène comme un phénomène laser de coopérativité qui s'élève. Et c'est ça que j'appelle être un guerrier de lumière. C'est pas aller manifester, effectivement, parce qu'on voit bien que le but, c'est d'instaurer un ordre martial, évidemment. Et donc, il y a une espèce de provocation. Alors, vous avez compris, il est probable que dans les mois à venir, il va y avoir des gros problèmes en Europe et qu'il est possible qu'il y ait une fragmentation de l'Europe et que, voilà, le but, c'est de ne pas être sous influence globaliste, puisque le globalisme, c'est un culte de la mort. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Donc...
Alors, je vais répondre aux questions. Alors, comme moi, vous devrez parler fort et distinctement. Oui. Je me rappelle que vous avez expliqué que la Terre allait modifier son axe de 7 ou de 11 degrés, je ne me rappelle plus exactement, c'était il y a longtemps. Et alors, vous disiez que les deux polarités de la Terre étaient en train de se transformer et que celui qui était plus positif devenait moins, celui qui était négatif devenait moins aussi. Et qu'à un moment donné, on arrivait à une polarité équivalente aux deux pôles. Non, c'est pas vraiment ça que j'avais dit, enfin, je pense. Hein. C'est qu'on est au bord de l'inversion des champs magnétiques. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, la Terre est entourée d'un champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Et ça vient du fait qu'au centre de la Terre, il y a un noyau solide et liquide qui tourne dans un sens. Et ça s'est déjà passé 296 fois. Pour des raisons qui nous échappent, à un moment donné, cette dynamo auto-excitée, auto-entretenue, tourne en sens inverse. Alors quand on est dans le noyau liquide, on a une pression qui est 3,5 millions de fois la pression atmosphérique. Et dans le noyau liquide, c'est à peu près 1 million de fois. Et la température est largement supérieure à des milliers de degrés. Donc à cette température, les électrons des atomes sont arrachés et ils tournent. Ça forme comme un courant électrique. Et vous savez qu'en physique, quand vous avez un courant qui circule, il y a un champ magnétique qui émerge. Et donc il risque d'avoir une inversion des pôles. Et donc à ce moment-là, le pôle nord va devenir le pôle sud et le pôle sud va devenir le pôle nord. Et donc vous avez des lignes divergentes qui viennent du pôle nord et convergentes au pôle sud. Donc ça sera inversé. Voilà. Et avant que ça soit totalement inversé, il y aura aussi des clusters qu'on appelle des domaines de Weiss, puisqu'on est dans le magnétisme, et il y aura des zones déjà inversées. Je connais une dame, alors elle veut plus que je donne son nom, quoi. Quand vous êtes dans son salon, on met une boussole, ça tourne en sens inverse. La boussole, elle pointe à nord, parce que localement, c'est déjà inversé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand l'eau refroidit, vous avez des centres de nucléation. Donc il y aura déjà, on sait très bien que les navigateurs ont vu plein d'anomalies au niveau du champ magnétique, mais ce n'est pas encore généralisé, quoi. Donc ces petits domaines se mettent en place les uns après les autres, et à un moment donné, selon la loi de la coopérativité, ils vont fusionner pour donner une inversion globale du champ magnétique. Alors c'est pareil, hein, dans toute crise, c'est le mental de la population qui est déterminant, quoi. Voilà, il ne faut surtout pas se laisser aller au désespoir, au stress, à l'angoisse, à la colère, etc. Donc il faut avoir une espèce de yoga intérieur qui nous amène à voir les choses comme nécessaires. Parce que imaginez un scénario, je suis un principe créateur et je veux amener l'humanité à changer, mais elle dort. Comment on fait pour la faire changer? On l'amène au bord du précipice. Et là, il y a peut-être une chance qu'il y ait un réveil. Vous savez, vous avez des états, on appelle ça des états catatoniques, où quand vous avez une forte chute en dopamine, l'animal, il est dans un état ready, ça existe aussi chez les hommes. Et si vous le mettez dans de l'eau tiède, il va aller jusqu'à se noyer. Si vous le mettez dans de l'eau froide, il réagit. Donc il fallait nous mettre dans de l'eau froide pour qu'on puisse réagir. Et donc en ce sens, c'est salutaire. Comme je vous dis, la vérité est salutaire. Et donc évidemment, c'est confrontant, on n'aime pas le vivre, on aime l'avoir vécu, et j'espère qu'on pourra dire ça. Mais c'était nécessaire, sinon effectivement, on était endormi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se réveiller. Alors, vous savez, quand on se réveille le matin, il y a des gens qui sont hyper efficaces, ils sautent dans leur douche, j'allais dire dans leur slip, et ils sont déjà prêts pour partir au travail. Il y en a d'autres, il leur faut une demi-heure pour émerger. Il y en a d'autres, il leur faut une heure et demie. Donc l'humanité, en termes de réveil, elle n'est pas au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens très réveillés, et il y a des gens qui commencent à sortir, puis il y en a qui dorment encore. Ils dorment encore. Voilà. Oui? Vous avez parlé donc de l'analyse qui était, je comprends bien, le fait d'être coupé Du haut. du divin. Est-ce que, alors on pourrait dire, l'autre état, c'était quoi? Analogos? Le langage des artistes, des poètes, c'est l'analogos, c'est le fait d'être dans le langage du divin. Est-ce que c'est ça l'intuition? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, l'intuition, c'est ça. On ne crée rien, quoi, on reçoit. Alors, en fin de compte, le créateur se met en position de réceptivité, comme un chaman qui va recevoir. Oui, mais c'est surtout un état intérieur. Voilà, il se met dans un état intérieur et il reçoit.
Et donc le problème se pose. Lui aussi, il reçoit des informations qui viennent de cet espace-temps divin, mais il va immanquablement les déformer. Donc le but, c'est de les déformer les moins possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par quoi sont portées, ou je ne sais pas comment le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, ces énergies, ou je ne sais pas comment tu as dit, sataniques tout à l'heure? C'est quoi le sens de ça? Ben, je pense que il y a une religion chez l'élite financière, c'est un peu surprenant, qui est le satanisme, c'est une source. Donc ils font des offrandes. Quand on commence à comprendre que la première guerre mondiale de 14-18 ou celle de 39-45, c'est des offrandes. Alors c'est difficile parce que pour la première fois, on a vu qu'un État pouvait être contre ses citoyens. Et donc c'est pas habituel. Généralement, un enfant, il envisage que ses parents soient pas ses bourreaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est assez flagrant que ceux qui ont eu des parents un peu maltraitants psychologiquement étaient plus réactifs vis-à-vis d'un État maltraitant. Et donc, ces gens ont leur religion avec leurs signes extérieurs. Alors, c'est des chiffres en numérologie, 666, c'est des croix inversées, c'est des choses comme ça. C'est des signes extérieurs de religiosité, mais voilà, c'est ça. Si on prend du champ par rapport à ça, est-ce que ça a sûrement un sens dans la globalité? Oui, tout à fait. Bah, ça nous oblige, si vous voulez, on peut considérer qu'il y avait un plan qui obligeait ces gens à avancer encore plus, parce que ça devient évident, ça devient absurde. Vous voyez, si vous prenez la France, ça devient absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et donc au bout d'un moment, ça devient tellement absurde que les gens ils sont obligés de réagir. Et c'est heureusement qu'il y a eu cet épisode, parce que sinon on se serait endormi, on aurait été tout droit, d'une façon pédestre, vers le merveilleux monde de Klaus Schwab. Donc on peut les remercier. Ben oui, on peut les remercier. Il faut les voir comme des révélateurs. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est tout. En fin de compte, ce sont des gens qui ne sont pas connectés à la même source que nous, quoi. Donc c'est à nous de nous connecter à une autre source pour qu'à un moment donné, ce qui se passe sur Terre relève de notre source et non pas de la leur. C'est tout. Donc il ne faut plus leur accorder d'importance. Il faut être tenu au courant de ce qu'ils font, mais immédiatement projeter ça sur un plan supérieur. Ça peut être un travail de tous les jours. Vous êtes dans la rue, vous voyez des gens se bagarrer. Si vous avez travaillé les modes opératoires du divin, vous arrivez à trouver le mode opératoire du divin qui, chez vous, est abaissé. Et le simple fait de le rehausser fait que la bataille s'arrête. C'est ça. C'est-à-dire que je deviens celui qui corrige mon mode opératoire du divin pour aider l'autre qui a un problème de mode opératoire du divin qui va être rehaussé du fait que j'ai rehaussé le mien. Voilà. Alors c'est une autre façon de procéder que l'habituelle façon des thérapies, quoi. Mais c'est les guérisons spirituelles, ce qu'on appelle les guérisons spirituelles. Et après, d'ailleurs, le Christ disait, quand il avait guéri quelqu'un, va et n'en parle à personne. Parce qu'effectivement, si les gens mettent des doutes, vous risquez de vous rebrancher sur le doute des gens. Voilà, il faut voir, c'est ce que disait Nikola Tesla. Il disait, si tu veux comprendre les mystères de l'univers, raisonne en termes de vibration, de fréquence et d'information. Moi, je dirais raisonne en termes de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est nous qui pouvons actualiser une autre potentialité qu'eux, et on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Mais il faut comprendre vers quoi ils veulent nous amener, parce qu'en gros, vous avez compris, vous n'avez qu'à regarder le Forum économique mondial. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a 8 points pour l'agenda 2035. Premièrement, il n'y aura pas une gouvernance unique, comme ça a été le cas avec les États-Unis, mais une gouvernance multiple. Ensuite, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Voilà. Donc, vous ne posséderez rien, l'État vous louera ou vous prêtera des choses, mais en tous les cas, voilà, on veut supprimer la propriété, voilà, et puis l'argent liquide. On a vu ce que ça donnait au Canada quand les camionneurs ont manifesté, on coupe le compte en banque et c'est terminé. Ensuite, on va limiter la consommation de viande parce qu'on veut nous amener à consommer de la nourriture de synthèse. Donc la première étape, ils savent très bien que ça ne marchera pas, c'est de consommer des insectes. Voilà. Et puis après, on va réduire les espaces agricoles. Ça a été le cas, par exemple, de la Hollande, de 43%.
Et puis, évidemment, il va y avoir un problème. Donc, il faudra que l'État se présente en État sauveur et nous amène vers la nourriture de synthèse. C'est pour ça, quand vous regardez les startups qui ont plus investi, c'est ceux qui travaillent sur la nourriture de synthèse. Et puis, c'est pour ça aussi que certains oligarques qui pratiquent, soi-disant, la philanthropie capitaliste ont acheté beaucoup de terres. Après, il y a une augmentation à un prix hallucinant des unités carbone. Il y a le fait qu'effectivement, il y aura beaucoup de migration du fait des catastrophes naturelles. Vous savez qu'on peut les produire. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a bien un réchauffement climatique, mais quelle est la cause? Voilà, quand on connaît bien comment fonctionne la météo avec